Madame Matartouma, bonjour. Vous êtes Bonjour. psychologue clinicienne, professeure associée à l'Université Saint-Joseph au Liban. On se connaît depuis fort longtemps euh, à la FISAF. Vous avez participé régulièrement à nos congrès. Vous intervenez aujourd'hui au titre de la formation continue. Et c'est pourquoi j'ai souhaité que vous veniez présenter l'un de vos sujets sur la plateforme collaborative. Et donc aujourd'hui, vous allez nous parler de saisir et comprendre les émotions des déficients auditifs en situation d'inclusion scolaire. Alors je vois qu'il y a Madame Minotte qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Si vous voulez bien mettre votre caméra et puis votre micro, enfin ça c'est si vous le souhaitez. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça sera plus Ouais, sympathique l'éclairage pour n'est pas Madame. top par contre. Voilà. Bien, merci beaucoup. Vous pouvez vous présenter si vous le souhaitez. Oui, alors désolée, j'ai raté le début de votre présentation. Donc je m'appelle Johanna Minotte, je suis psychologue. Alors anciennement, je travaillais au CROP Paul Bouvier dans le Gard. Et bon, actuellement, j'ai eu un petit, donc j'ai arrêté de travailler là-bas et j'envisage de me lancer en libéral. Donc de faire un dispositif d'entretien en visio. Avec des adultes sourds ou des parents pour faire de la guidance. Très bien, je vous remercie. Puis je vais laisser Madame Attar Touma se présenter et puis présenter sa conférence. Alors bonjour et merci pour l'invitation, Daniel. Ça me fait grand plaisir de parler aujourd'hui sur un sujet qui me tient à cœur beaucoup. Alors, comme vous venez de dire, oui, je suis dans le domaine de la psychologie clinique et psychopathologique depuis déjà 30 ans à l'Université Saint-Joseph en libéral, mais aussi depuis 22-23 ans. Je m'occupe des personnes sourdes en institution. Donc, je suis également psychopédagogue auprès de ces personnes-là, puisque je me suis intéressée aussi aux préscolaires, aux petits primaires dans des institutions, vu que j'étais un peu dans la lignée de faire des stimulations cognitives. Et j'étais partie sur ça en disant que la personne sourde a des compétences et qu'il fallait stimuler ses compétences. Et comme probablement son image de soi pourrait être donc affectée en raison d'un entourage qui ne la cadre pas bien ou avec des carences affectives qu'elle pourrait avoir, autant lui montrer ce qu'elle est capable de faire. Donc, alors là, c'était un peu mon dada de travailler aussi comme ça avec les enfants sourds en institution. Et comme à mes débuts, j'ai constaté en tant que psychologue qu'il y avait très peu d'outils qui pourraient nous permettre de cerner un peu le côté vécu et le côté affectif que pourrait ressentir une personne en situation quand même instable. Et surtout les déficients auditifs qui ne pouvaient pas exprimer leurs émotions facilement. Alors, j'étais partie sur une recherche en 2001 sur un test affectif, plutôt projectif de socialisation, qui allait me permettre de saisir d'une manière plus ou moins scientifique et indirecte un peu le vécu de ces personnes-là. Donc, c'est comme ça que le test de socialisation pour enfants et adolescents est né. Donc, c'est celui que je vais présenter aujourd'hui et dire pourquoi cet outil a été efficace et en quoi il pourrait nous aider à pouvoir cerner cette expression émotionnelle qui ne sort pas facilement en raison de la déficience, du manque d'expression donc facile et transparente de la personne sourde, autant que ce soit projectif, indirect et thématique.
Alors, c'était un peu ça le point de départ. Je vais partager avec vous donc, mon écran pour qu'on puisse un peu suivre, voilà, l'enchaînement. Alors, dépister l'origine des troubles affectifs de l'enfant déficient auditif. Le TSEA, c'est un test de socialisation pour enfants et adolescents. Et il y a mon collègue Benoît Virol qui est associé aussi à cette étude. Et nous avons travaillé ensemble. Pour moi, c'était de travailler avec les enfants libanais et lui, c'était avec les enfants français. Et ce concours interculturel qui était très intéressant, de voir si ça jouait un rôle dans l'expression de l'affectivité ou bien du vécu. Alors, c'est pour ça que je parle au début des enjeux de la surdité qui pourraient avoir plusieurs aspects psychologiques, médicaux, culturels, sociaux, linguistiques, didactiques. Et la problématique de la surdité qui se situe au carrefour d'aspects individuels, familiaux, culturels, éducatifs, sociaux et thérapeutiques, donc une problématique multidirectionnelle, donc qui pourrait avoir aussi des répercussions, des dimensions psychologiques, comme l'identification, comme la socialisation, comme l'intégration. Alors pourquoi je parle des enjeux de la surdité? Parce que finalement, cet enfant sourd, il est dans sa famille, il est dans le milieu là où il vit, il est dans sa petite société qui est l'école, et plus tard, donc, tout d'abord le préscolaire, puis l'école, et puis après, peut-être dans l'orientation professionnelle. Il peut trouver aussi sa place auprès d'amis, auprès de collègues, mais également, il peut se trouver dans sa propre communauté, mais aussi dans la communauté des entendants. Donc, tous ces enjeux-là qui font qu'il va être au contact de tous ces milieux, et c'est comme des stimuli qui vont réveiller en lui un certain vécu. Est-ce qu'il se trouve dans un milieu stable, instable, chaleureux ou non? Est-ce que c'est quelque chose qui est proche, qui est loin? Est-ce qu'il doit se sentir en sécurité? Donc, tous ces enjeux-là qui font que, de par sa déficience auditive, l'enfant peut se sentir mal à l'aise s'il n'est pas bien entouré, s'il n'a pas le reflet d'une société qui l'accepte comme il est, qui arrive à communiquer avec lui et qui arrive finalement à comprendre ce qu'il veut. Alors, la surdité qui est mal intégrée et mal vécue par la personne sourde peut se répercuter sur le plan personnel, dans un manque de confiance, peut-être dans une incertitude, dans une angoisse, générer des attitudes et des comportements inadaptés, voire déstabilisants, comme l'hésitation quant à la prise d'initiative, ça c'est un peu le manque de confiance, comme l'inhibition et le retrait. C'est une personne qui se sent seule, un peu isolée. La dépendance c'est aussi le manque de confiance et l'incertitude. Donc, il ne peut pas faire des choses avant de prendre l'accord de l'autre. Parfois, la nonchalance, donc on est dans des mécanismes de défense, l'absence d'investissement, etc. Donc, une personne qui ne se sent pas bien dans sa peau peut avoir des réactions tout à fait négatives. Là, je fais un peu le crochet avec ce qu'on appelle un peu l'hyperactivité. En fait, c'est un terme qui s'utilise d'une manière très fréquente et il est très mal placé souvent parce qu'on ne peut pas traiter des enfants comme ça avec des clichés sans avoir pu avoir un diagnostic qui a été établi. Donc, on ne peut pas dire
un enfant hyperactif, on peut dire un enfant actif, agité, à moins qu'on ait un diagnostic qui vient du psychiatre ou bien du neuropsychiatre ou neuropédiatre qui puisse confirmer ce diagnostic-là. Pour éviter ce genre de préjugés, le TSEA va permettre un peu de situer la nature et la cause aussi de cette agitation qui pourrait se trouver chez l'enfant. Si un enfant est très agité ou bien s'il il a des comportements inadaptés, ce n'est pas nécessairement un tableau d'hyperactivité parce qu'on n'est pas dans une atteinte donc neurologique, mais ça pourrait être le résultat d'une frustration, le résultat d'un manque de confiance, le besoin d'attirer l'attention, tout simplement. Donc, on est dans un envolé plutôt psychologique. Donc, plusieurs facteurs sont à l'origine d'un tel vécu. La déficience dans le sens de différence, sa nature et ses limites. Est-ce que j'accepte d'être différent? Est-ce que le milieu familial, l'éducation, la nature de la relation avec la personne lui accorde une place quelconque? Dans le milieu social, l'image que lui renvoie la société, est-ce que c'est une image d'intégration, plutôt de rejet? Et l'identité, finalement, est-ce que cette personne, elle a une identité sourde ou bien biculturelle, ou bien on l'a contraint à vivre dans une communauté donc entendante? Donc, alors là, tous ces enjeux de la surdité vont être un peu à l'origine de vécus, et ce sont ces vécus-là qu'on va essayer de cerner au niveau de ce test de socialisation. Pourquoi la socialisation? Parce que c'est un processus par lequel l'homme s'insère dans des réseaux, des interdépendances sociales. Elle est associée à une intériorisation des normes, des valeurs, permet la continuité de leur transmission entre générations. Ben, on ne va pas passer sur les différents courants, bien sûr, de la socialisation, qui sont assez importantes et qui montrent l'enjeu aussi de cette notion-là dans la vie de l'enfant. Je vais passer tout de suite à la partie qui nous intéresse et qui est le TSEA. Alors, en quoi consiste ce test et pourquoi je voulais le partager dans une formation? Parce que c'est un test qui nous permet tout d'abord d'avoir deux approches, une qui est quantitative et une autre qui est qualitative. Alors, c'est un test qui consiste en des images, donc des planches, où il y a des dessins qu'on présente à l'enfant, et ces dessins sont au nombre de 20. On les présente à l'enfant et on lui demande tout simplement à chaque fois de raconter une histoire et de dire ce qu'il voit et pourquoi et ce qu'il ressent. Donc c'est un peu le même principe que les tests thématiques projectifs pour enfants et pour adultes comme le CAT, le TAT, le Patte Noire, sauf qu'ici, il regroupe plutôt des cadres qui mettent l'enfant en confrontation avec des personnes. Donc, on est dans le social. Alors, la partie quantitative, on va avoir l'occasion de voir un peu comment se répartissent les différentes planches. Dans la partie quantitative, on est capable de calculer ce qu'on appelle un coefficient de socialisation, c'est-à-dire il va nous donner le degré d'insertion ou bien d'inhibition ou bien de conflit que pourrait vivre un enfant dans un contexte social. Alors, social, ça peut être social familial, ça peut être social scolaire, ça peut être social environnement. Donc, on a plusieurs tableaux. On va essayer de voir naturellement quelques-uns pour comprendre un peu le pourquoi de l'inhibition ou bien du sentiment d'intégration, de sécurité que l'enfant peut sentir, ou bien plutôt l'évitement et le conflit. Une partie, donc une analyse qualitative,
va nous permettre de prendre chaque récit et de l'étudier suivant une analyse approfondie en voyant, en essayant un peu de retrouver les 3 modalités qu'on vient de citer, c'est-à-dire l'intégration, l'inhibition et le conflit, et d'essayer un peu de saisir les problématiques qui puissent exister dans la vie de l'enfant. Ça peut être la problématique de la peur, ça peut être la problématique de la perte, de l'attachement, la problématique sexuelle, etc. Donc, ou bien du harcèlement sexuel. Donc, alors, 2 approches, une quantitative qui donne un coefficient de socialisation et une qui est qualitative qui permet aux professionnels de s'approfondir un peu plus dans les récits pour tirer les différentes problématiques. Alors, ce qu'il y a à savoir, c'est que c'est un test qui est divisé entre enfants et adolescents. Alors, c'est de 4 ans jusqu'à 16 ans, mais en fait, la tranche d'âge jusqu'à 12 ans est uniquement donc, attribuée aux enfants et des planches bien spécifiques qui marquent les planches d'enfants et qui est le E pour enfants. Alors, on a déjà 4 planches qui sont destinées à des enfants de moins de 12 ans. On a d'autres planches qui sont au nombre de 8 et qui sont destinées aux adolescents à partir de 12 ans jusqu'à 16 ans, et des planches qui pourraient être communes aux 2 populations, enfants et adolescents, et qui sont marquées par un EA. Donc, si j'ai un enfant, je prends les planches E avec les planches EA qui sont en bas, et je fais passer le test. Si j'ai un adolescent de plus de 12 ans, je prends les planches A, donc les 13, 14, 15, avec les planches EA qui sont en bas. Alors, que ce soit enfant ou adolescent, la personne, le sujet, est supposé raconter une histoire à partir de ce qu'il voit. Et là, nous avons 3 grands thèmes. Nous avons le premier thème qui est la socialisation au sein d'un groupe restreint. Le second, c'est au sein d'une relation duel. Et le troisième, c'est la perception de la solitude. Donc, je commence rapidement par le thème 1 parce que je vais vous montrer des images un peu de ce test pour mieux comprendre c'est quoi le groupe restreint auquel l'enfant peut appartenir. Donc, ça peut être ou bien une scène d'école, ou bien une scène de famille, ou bien des groupes de jeunes qui peuvent être dans le voisinage, dans la rue, quelque part dans la société. Donc, comme je disais, le thème 2, qui est la relation duel, ça peut être la relation entre un enfant et un adulte. Cet adulte, ça pourrait être un parent, un référent, un grand-parent, un enseignant, quelqu'un de proche. Dans la relation duel, il y a des planches qui évoquent un peu la relation enfant-enfant, donc ça peut être des enfants du même âge ou bien un peu du même entourage. Et le troisième thème, c'est celui de la solitude. C'est des planches qui essayent de montrer un peu si l'enfant est capable de gérer les moments de silence et de rester seul. Donc, 3 modes de vécu, ou bien confronté à un groupe de personnes, ou bien dans le cadre d'une relation à 2, ou bien entre soi et soi-même. Là, c'est un peu le contexte intrapersonnel, c'est-à-dire à l'intérieur de soi, la capacité d'avoir cette introspection et de mesurer un peu la nature de son vécu. Alors, si je prends le premier thème, alors le premier thème, ça c'est un extrait dans une école, voilà, ça c'est une planche. Alors, des enfants, filles et garçons, jouent dans la cour d'une école, un groupe de 3 enfants en arrière-plan et un autre au premier plan. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le contenu manifeste. C'est ce que l'auteur a voulu voir dans cette
dans cette image. Donc, nos attentes, c'est que l'enfant parle d'enfants, des filles, des garçons, c'est-à-dire qu'il nomme un peu les différences donc de sexe, peut-être de génération, qu'il place un cadre bien particulier et qui est le cadre de l'école. Si vous voyez derrière un peu, il y a un panneau qui montre des enfants qui traversent, des choses qui montrent un peu donc le contexte de l'école. On a l'impression d'être dans une cour, il y a un bâtiment derrière, etc. Et des enfants qui jouent. Donc, ce qui est important dans cette planche, dans la relation un peu à un groupe, c'est qu'il y a deux plans. Il y a un avant-plan et un arrière-plan. Il y a des enfants qui jouent derrière et il y a des enfants qui jouent devant. Alors, l'enjeu est cet enfant à qui on fait passer le test, à qui il va s'identifier, à quel groupe. Est-ce qu'il va se voir ici? Il ne va pas se voir. Donc, c'est dans son récit qu'on peut un peu mesurer cette capacité à s'intégrer dans un groupe ou bien à vouloir donc, prendre un peu de recul. Si on prend une autre aussi donc, planche, qui est la 5A, deux enfants, garçons et filles, jouent au ballon. À l'arrière-plan, trois enfants discutent entre eux. Donc, vous voyez, on a toujours deux plans pour essayer de voir un peu cette notion d'intégration, d'inclusion, d'exclusion, etc. Dans des situations de jeu en groupe, la possibilité de l'interpersonnel, de pouvoir donc être avec autrui ou bien pas, ou bien de se sentir exclu. Alors là, bien sûr, ça c'est deux contextes de cette première thématique qui est le groupe restreint et la relation avec un groupe restreint et qui va bien sûr, je ne sais pas si vous voyez un peu les personnages comme ça, nous avons essayé, le dessinateur qui a travaillé avec nous, il a fait en sorte de ne pas mettre trop d'émotions ni d'expressions sur les visages, justement pour laisser l'enfant lui-même se projeter et projeter ses émotions et montrer si la personne elle est neutre, si elle est triste, si elle est contente, si elle est évitante, etc. Donc voilà des visages qui pourraient donc, donner des expressions tout à fait différentes. Un autre détail, c'est pas si vous arrivez à le voir. Alors, juste pour vous dire que c'est un test qui a été conçu pour des personnes sourdes au départ. Mais après, quand on a fait une étude comparative voulant montrer un peu la validité du construit, on a fait passer le test à une population toute venante. Et bizarrement, dans l'analyse de contenu, dans l'analyse des récits, on a constaté qu'aucune personne entendante n'a remarqué ce que les enfants sourds ont remarqué. Et ça, c'est ce qui donnait un peu l'originalité de ce test. C'est pour ça que c'était un projectif. Alors, je ne sais pas, en regardant, vous, les deux photos, là, je ne sais pas si vous remarquez quelque chose de bien particulier que les personnes sourdes pourraient remarquer. Les personnages. Il y a quelque chose au niveau des personnages. Si on prend la première, vous voyez, il y a l'arbre. Ouais. À côté de l'arbre, il y a un jeune garçon. Il y a un qui tourne le dos et il y a un autre qui tient un autre par la main. Alors, regardez un peu le contour d'oreille. Ah, il serait appareillé alors. Voilà. Alors ici, on a essayé de faire des doubles contours d'oreilles. Ce n'est pas un appareillage auditif, mais en fait, c'était une simulation pour essayer de voir si l'enfant sourd fixait les oreilles, s'il essayait de voir ses enfants entendent, n'entendent pas, etc. Même derrière, la fille qui a le queue de cheval, vous voyez un peu, c'est bien tracé le contour de l'oreille. Alors, tous les enfants sourds, mais exactement tous les enfants sourds, on peut dire à 99%, ont relevé dans toutes les planches en disant « Ah, ça c'est une personne sourde, elle porte un appareil, donc une prothèse auditive. » Aucun entendant, mais alors aucun entendant n'a été attiré par cette particularité. Ce qui fait que nous avons pensé que finalement, c'est un test qui pourrait être un test de socialisation pour tout le monde. Donc, un test projectif thématique où on pouvait mesurer le vécu et le non-dit
chez les enfants. Parce que les enfants, surtout les moins de 12 ans, ne s'expriment pas facilement et ils ont besoin parfois d'un outil qui leur permet indirectement d'exprimer une émotion. Vous voyez, donc ça, c'est pour la relation duel, pour la relation en groupe. Voilà. Toujours en groupe, je prends le contexte famille. Et ça, c'est 2 planches de la famille. Donc une, voilà, le contenu manifeste en bas, une famille à table à l'heure du petit déjeuner. Tout le monde mange, la mère en tête de table, des enfants de part et d'autre. Un des enfants tourne le dos, on voit le père de profil qui quitte la pièce, une sacoche à la main. Donc le contenu manifeste, c'est celui qui indique aux professionnels ce qu'on attend de l'enfant. Est-ce que l'enfant va être dans le cadre? Est-ce qu'il va être hors cadre? C'est ça ce qui est important aussi à voir. Qu'est-ce qu'il va voir dans ce contexte familial? Est-ce qu'il y a un lien de famille? Alors on a voulu que, si vous regardez un peu la table, vraiment les dessins ont été bien étudiés pour penser à tout. Alors on a toujours un enfant qui est seul, si vous remarquez. Donc à table, il y a un qui est seul. Est-ce qu'il va s'identifier à lui? Ou bien est-ce qu'il va s'identifier aux autres qui sont là-bas? Est-ce qu'il va remarquer qu'il y a le père qui part? Quel type de relation il peut y avoir dans le cadre de cette famille? Est-ce que vraiment la maman peut prendre la tête de table, être le chef de cette famille? Comment sont les relations? Est-ce que cet enfant est rejeté ou pas rejeté? Vous voyez, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de vécus qui peuvent ressortir dans l'histoire que l'enfant va nous raconter. Si vous voyez celle de la plage, donc alors vous voyez un couple sous un parasol et un enfant qui joue seul. Toujours, bon, cet écart qui fait que l'enfant est seul. Est-ce que celui qui va raconter son histoire, il va évoquer ceci? Est-ce qu'il va lui donner un sexe, un âge? Est-ce qu'il va remarquer que, vous voyez la maman qui regarde d'un côté, le père de l'autre, aucun ne regarde l'enfant. Alors ça nous indique un peu le lien familial, ça nous indique un peu le vécu au sein de la famille. Comment il vit sa présence en tant que personne déficiente auditive au sein de cette famille? Est-ce qu'on le garde de côté? Est-ce qu'on ne s'intéresse pas à lui? Est-ce que bon. Alors, voilà une image qui va renvoyer à l'enfant beaucoup d'émotions et là, il va s'exprimer. Donc, c'est toujours des contextes qui sont assez parlants. Souvent, l'enfant ne veut pas s'exprimer sur ce qui se passe en famille, mais là, quand il y a un stimulus comme ces images-là, bon, il va se lancer un peu plus dans des histoires qui pourraient évoquer ce qui est caché. Donc ça, c'était des extraits un peu du thème 1, qui est la socialisation dans un groupe restreint. Au niveau de la socialisation dans la relation duel, alors là, il y a plusieurs aussi planches. On va prendre un extrait. Donc, c'est pour dire qu'on a des planches où la relation se fait entre mère-enfant, une autre entre nourrice-enfant ou bien grand-mère-enfant. Ici, on a introduit un troisième âge. Donc, la nature de la relation avec un parent ou bien avec un grand-parent. Toujours la relation mère-enfant à des niveaux différents et des âges différents. Mère-fille, la rivalité fraternelle, la rivalité ou rapprochement entre deux adultes, donc la relation entre filles et garçons à des âges différents. On va voir un extrait. Déjà, ça, c'est la relation entre, ça peut être une mère, ça peut être une enseignante, ça peut être une parente, une référente. Donc, l'enfant peut donner à la personne l'identité qu'il souhaite donner. Alors là, une femme et une fille, l'une en face de l'autre, elles se touchent les mains, à côté, un pot de fleurs. Donc ça, c'est nos attentes. Nos attentes, c'est de montrer un peu qu'est-ce qui se passe entre ces deux-là. Est-ce que c'est une relation à éviter? Est-ce que c'est une relation positive? Qu'est-ce qu'on ressent? Quelle est la nature de cette relation? Si vous regardez toujours l'oreille de la jeune fille, vous voyez le double contour, là. Maintenant, vous êtes initié, ça va attirer votre attention.
beaucoup plus. Regardez, ça c'est aussi la relation duel. Là, ça peut être la rivalité entre deux jeunes gens qui peuvent être des amis, des copains ou bien tout simplement des frères, hein. Donc, alors, l'enfant va aussi projeter la nature de la relation entre ces deux personnes. Il va nommer ces personnes et le degré de rapprocher et évoquer ce qui se passe entre eux. Donc ça, c'est aussi une situation de socialisation dans une relation duel. Un autre exemple de relation duel, voilà, quand je vous ai dit. Alors, à quoi vous renvoie cette image? Est-ce que ça peut renvoyer à quelque chose de bien particulier? Parce que également les personnes sourdes ont remarqué quelque chose que d'autres n'ont pas nécessairement remarqué chez la jeune fille. Vous À part voyez, l'appareillage? Hormis l'appareillage? oui, hormis l'appareillage. Une situation de handicap. Alors, La mère n'est pas face à la fille, c'est-à-dire que si on a affaire peut-être à une personne qui est sourde, malentendante, oui, le positionnement fait que la jeune fille, elle n'a pas de lien, ou alors le lien, il est pas, elle lui tient le bras, je sais pas. oui, possible, mais également, il s'agissait d'une personne déficiente visuelle. Alors, ils ont projeté ça en disant: «Ah, elle ne voit pas et sa maman la guide». Ou bien c'est l'enseignante qui l'aide à regagner sa place parce que, elle est malvoyante. Alors vous voyez, aussi ces personnes déficientes auditives qui avaient tendance, à chercher un handicap quelque part, à se projeter peut-être dans un autre, type, de handicap, autre, donc contexte de déficience qui pourrait être aussi visuel donc et pas nécessairement auditif. D'autres personnes ont attribué un peu cette position à quelqu'un qui aide une personne qui est pauvre, qui a des habits déchirés, au moment où d'autres ont dit: «Ah, elle est à la mode». Vous voyez? Donc là, c'est ça ce qui était intéressant, d'avoir un peu plusieurs formes d'avis, hein, qui disaient ceux qui sont branchés mode ont vu ça, ceux qui vivaient dans une situation de misère ont projeté leur vécu. Enfin, c'était surtout des enfants. Je ne sais pas si j'ai dit au départ que l'analyse qualitative qu'on va faire, toujours elle a pour référence une anamnèse. C'est-à-dire, on a toujours les informations qu'on recueille au sujet de la famille, de l'enfant, de son contexte, de l'encadrement, savoir qui il est, son profil. Et là, en faisant parfois des rapprochés, on voit que oui, ils projettent leurs conditions, leur vécu d'une carence quelconque, d'un manque quelconque. Vous voyez, donc là, alors c'est une autre forme de vécu, hein, qui est projetée dans la nature, de la qu'on donne un peu soit à cette relation, soit au profil de la personne qui est dans la planche. Une autre, Mais justement, par rapport au manque, est-ce qu'il y a moi je relève on voit pas le bras de la mère. On voit pas la sortie du bras, donc on peut pas trop savoir si elle est dans le dos ou si justement elle accompagne quelqu'un qui est sourd qui est aveugle, en la tenant par le bras. Et ouais, ça, est-ce que c'est perçu plus, par les personnes sourdes que par, les autres ou pas? c'est-à-dire, si la maman, prend la personne par le bras, c'est ça? Oui, enfin le fait qu'on arrive on voit pas la main de la mère, donc on sait pas où Oui, est-ce qu'elle se positionne et on sait pas si elle a une extrémité de bras d'ailleurs, comme vous parliez de handicap. oui. Alors là, oui, c'est très possible, mais on n'a pas eu de personnes, dans toute notre, population et l'étalonnage, qui ont évoqué quelque chose au niveau de la personne à droite, c'est-à-dire la mère ou bien l'accompagnateur, mais plutôt, c'était fixé sur la personne,
auxquels ils se sont identifiés. Donc, ils se sont identifiés surtout à ça. Alors, même les tout-venants entendants ont parlé plutôt d'une relation globale et ils ne sont pas entrés dans ces petits détails. Il y a des choses qui n'ont pas attiré l'attention, ni de déficients auditifs, ni des autres, comme le bras de la mère, qu'elle pourrait être aussi, elle, amputée peut-être et handicapée si on ne le voit pas. Donc, ça peut renvoyer à beaucoup de choses, naturellement. C'est pour ça qu'un test projectif, il est très ouvert dans la nature de la projection et dans les petits détails. On peut toujours sortir des détails assez intéressants, indicatifs de ce que la personne ressent. C'est la personne qui raconte l'histoire, elle se projette quelque part. Donc son manque peut être à ce moment-là dans le cadre d'une amputation, ça peut être dans le cadre d'une émotion de grimace qui apparaissent sur le visage ou bien d'un positionnement, d'une position, d'une posture également. Donc ça peut prendre différentes formes et pas nécessairement l'amputation. Si vous voyez celle de droite, là, les deux jeunes, donc un qui est sur la chaise roulante, on a introduit exprès un handicap donc moteur pour voir comment la personne directement, donc, et pas indirectement comme dans les autres planches, réagirait à cette situation. On a eu beaucoup de récits de personnes qui disent ben, l'autre, il est monté et celui qui est en bas, il l'appelait pour qu'il l'aide, mais comme il est sourd, il ne l'a pas entendu. On avait beaucoup de récits qui étaient un peu dans le même contexte, toujours trouver une raison pour laquelle l'autre n'a pas répondu à la demande de celui qui est en bas. Et donc, et il y a des personnes en situation d'inclusion qui ont été attirées par cette image en disant, c'était des personnes aussi qui avaient une déficience motrice et qui ont dit: «Ah, moi j'ai dû changer 2 établissements, justement parce qu'ils n'étaient pas équipés, il n'y avait pas des escalators, il n'y avait pas des rampes spéciales, là où on peut s'accrocher et puis monter, donc par une autre déviation, ou bien il n'y avait rien qui était adapté à la situation de cette personne. Tout le monde n'est pas prêt donc à accueillir des personnes qui sont sur chaise roulante. Donc c'était ça son histoire. Vous voyez, donc cette image l'a renvoyée quelque part dans un vécu sur le terrain. Elle a voulu reprendre ce qui s'est passé avec elle et c'était ça son histoire. Dit, voilà, il ne peut pas monter, c'est comme ce qui s'est passé avec moi. Quand j'étais dans ces établissements, j'ai dû changer 2 établissements. Donc ça peut renvoyer à des vécus qui ont été donc mal vus et parfois mal résolus parce que souvent, il y a des personnes à qui on n'explique pas pourquoi ça s'est passé comme ça et puis, les différents changements de situation, c'est des sources d'insécurité pour les enfants. On ne peut pas passer notre temps à changer, il faut plutôt s'adapter. Ce n'est pas à eux de changer, c'est à nous de, de nous adapter aux différentes situations. Donc le troisième thème, des extraits du troisième thème. Donc là, nous avons 2 planches, une qui montre un enfant jeune et un autre donc un adulte. Alors ça, c'est par exemple une image qui montre un peu la solitude. Donc un jeune assis dans un fauteuil seul en face d'une fenêtre. Il regarde le paysage. On voit à gauche une cheminée avec du feu. À droite, une petite table sur laquelle se trouve un panier de fruits et une radio. Donc, alors, c'est une planche qui renvoie un peu à la solitude. Est-ce que la personne peut gérer la solitude, peut rester seule? Déjà, être déficient auditif, il vit dans un silence.
Donc, dépendamment naturellement des résidus auditifs qu'il a, de son degré d'audition. Et alors là, ça peut renvoyer aussi à un malaise quelconque, le simple fait d'être laissé seul, personne ne s'occupe de lui, quel cadre. Le fait aussi de mettre une radio, c'était un peu une stimulation de la situation pour voir s'ils vont la voir. Donc, on a eu beaucoup de réponses de personnes qui disaient moi, quand j'ai envie d'entendre de la musique, je mets le volume à fond et je mets ma main sur l'appareil et j'entends la musique. Donc, c'est une façon de dire je ressens la musique, je ressens les vibrations. Donc, ça a renvoyé aussi ces jeunes à leur situation et qui fait que, voilà, les émotions qui sont cachées, surtout, sont de deux types. Et à travers le TSA, on peut les cerner. On est soit dans des émotions explicites, soit dans des émotions implicites. Donc, les émotions explicites, c'est lorsqu'il parle de tristesse, de joie, de peur, d'anxiété, etc. et tout. Donc, il le verbalise ou bien il le montre en signe. Mais ce qui est implicite, c'est lorsqu'on évoque un retrait, lorsqu'on évoque une perte quelque part, le père qui s'en fout, de toute façon, il n'a jamais été là. Donc c'est une façon indirectement d'exprimer ce malaise qu'on ressent en l'absence d'un père, mais aussi une autre catégorie de réponse où on scotomise complètement la personne. Et par exemple, comme dans la scène de famille qu'on vient de voir, on peut parler tout simplement de la mère sans évoquer le père qui s'en va, qui est avec la sacoche, etc. Donc, le simple fait de ne pas accorder de l'importance et de ne pas mettre dans la scène de jeu de son histoire un des personnages, c'est une émotion implicite qui montre un peu cette gêne qui fait que le personnage a été scotomisé, on ne veut pas parler de lui. Donc, c'est une sorte de déni. Alors, naturellement, dans le manuel, il y a des indicateurs et des tableaux qui montrent un tout petit peu ce que ça veut dire telle et telle réponse et comment il faut la coter et comment il faut, bien sûr, analyser les différents émois. Ça renvoie à quoi? Donc, il y a les tableaux de procédés défensifs qui nous montre sur toutes les planches si on est dans la catégorie d'intégration ou bien d'inhibition ou bien de conflit. Et c'est ça ce qui va nous permettre de calculer en étudiant un peu la nature des images. Ça va nous permettre de calculer un peu le coefficient de socialisation et de savoir le degré d'inhibition ou bien d'insertion de la personne. Il y a eu des planches en plus qui ont été modifiées pour être utilisées auprès de jeunes avec un plan cochléaire. Donc, c'est un peu les mêmes planches que nous avons. Donc, ça, c'est la sélection, le 1, le 2, le 11, le 12, le 15, le 17 et le 18. Donc, c'est les mêmes planches que nous avons, mais la différence, c'est que on a ajouté l'implant, vous voyez, ça c'est un exemple. Alors, vous voyez ici, on voit l'appareillage sur ses cheveux derrière l'oreille. Ah, nous avons la même image avec un petit contour d'oreille. Si on a affaire à des personnes qui sont en préparation pour l'implant cochléaire ou bien qui portent un implant cochléaire, il faut enlever l'autre image et insérer celle-ci à sa place. Parce que le total des images sur ce projectif, c'est 20. Donc le total est une vingtaine de planches qui se répartissent entre des planches
en E, en A et en EA. Alors, si on travaille avec des jeunes, voilà, qui portent des implants, les planches là qui figurent en bas, il faut enlever leur équivalent avec donc contour d'oreille et mettre celles-ci à leur place et continuer. Et là, l'important, c'est de pouvoir traiter avec ces enfants dans la préparation à l'implant cochléaire et voir s'ils acceptent l'appareillage, s'ils ont compris à quoi ça sert, si ça les gêne, aussi les émotions qui sont liées à cette situation. Ça, c'est une autre. Hein, vous voyez aussi l'implant qui est placé et l'autre, le jeune, on voit toujours son contour d'oreille. Voilà, alors ça, c'est des extraits. Juste pour vous montrer comme ça rapidement une étude de cas d'une personne, hein, pour vous donner un exemple un peu de quelles étaient ses réponses à ces planches-là. Donc, c'est une jeune fille qui avait 6 ans, 7 mois, déficience auditive profonde, surdité syndromique, donc elle a le syndrome du Cher. Elle a un frère aîné, les parents sont en vie et les parents sont des cousins germains, donc ce qui explique un peu aussi sa déficience auditive, donc les origines, l'étiologie de sa déficience auditive. Donc là, par exemple, au premier, si vous vous rappelez la cour de récréation, elle dit à Anna, « Mon grand-père tient maman, que fait la fille? Elle rigole, un garçon ferme les yeux et cherche. » Donc là, on est sorti du cadre complètement et elle voit le grand-père et la maman, donc on n'est pas dans un cadre d'école. Dans celle numéro 4, c'est un peu ce que je vous ai montré, les personnes qui sont à table en train de manger. Elle dit, ils mangent à la cuisine tous ensemble, il y a une table, une chaise, une maman et une fille, encore une fille, un garçon et une fille sans fin. Alors, vous voyez, juste pour vous analyser celle-ci, pour que vous compreniez un tout petit peu comment le TSEA peut montrer un peu cette inhibition. Par exemple, ça, c'est un récit très inhibé. Vous allez me dire, mais comment il est inhibé? Alors, tout d'abord, il n'est pas question de nommer les personnes. Donc, on a fille, maman, fille, fille, fille. Ce n'est même pas des frères et sœurs. Vous voyez, donc là, on n'a pas ceci. 2, le papa n'est pas dans l'image. Donc, on ne parle pas de papa, il y a un scotum. Et puis, ça commence par « il mange ». Donc, le contexte de la famille n'est pas évoqué. Ils sont à la cuisine, donc il n'y a même pas de contexte de salle à manger, de convivialité en famille, etc. Et en plus, il n'y a pas d'histoire. Donc, ce qui est important, parce que là, nous avons des critères. Il faut suivre ces critères pour voir si on est dans l'inhibition ou bien dans l'intégration ou bien dans le conflit. Ben, il y a des tableaux qui vont nous permettre de faire référence en termes de fond, de forme, de personnages qui sont évoqués, de différences de génération, de cadres, de relations interpersonnelles, etc. Il y a beaucoup de critères qui n'existent pas dans ce récit-là et dans tous les récits de cette jeune fille. C'est pour ça que les récits de cette jeune fille sont plutôt des récits inhibés. Donc, on a des récits courts, il n'y a pas de suite élaborée, ils ne sont pas riches, donc ça c'est côté forme. Et côté fond, on voit que c'est toujours fille, maman, il, elle, donc des pronoms. On n'est vraiment pas dans ce contexte qui montre qui ils sont, le degré de parenté, de rapproché entre les personnes. Donc, alors, le TSEA de cette fille avait montré qu'on est dans plutôt l'inhibition maximale. J'ai voulu vous montrer son dessin qui est très significatif. Alors,
ça, c'est à gauche, c'est son père. À côté, c'est le frère. Puis elle est en haut. Et puis, il y a la mère. Donc, on a fait un rapproché entre ce dessin de la famille et les dessins, donc, et les planches plutôt de la famille qui sont au nombre de 3 dans le TSEA. Il y a eu une très forte corrélation. Pourquoi? Parce que là, bon, comme c'est aussi adressé surtout à des psychologues qui savent très bien que nous sommes dans un contexte qui est purement oedipien. Alors, dans le sens que là, la famille, on a le garçon et le père, ils se ressemblent beaucoup, mais il y a cette différence un peu de taille. La fille et la mère se ressemblent également, il y a cette différence de taille. Donc, il y a l'identification. Il y a l'identification de ce stade-là. En tout cas, elle a 6 ans, la fille. Donc, elle n'est pas encore sortie de son Oedipe. Et ce qui est sûr, c'est que la fille du côté de la fille, le garçon du côté du garçon. Et encore mieux, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de perception de la différence entre elle et son frère, parce que son frère est plus âgé de 10 ans. Alors là, quand on regarde le frère, on voit que c'est un petit frère. Aussi, il y a ce déni-là, la vie familiale qui n'existe pas. Et si vous remarquez un peu, la fille et le garçon sont amputés des mains. C'est ça ce que j'allais dire, on voit pas de main pour les 2 enfants. Voilà, sont Oui. amputés des mains. On a On le a nombre quand même, oui. On a le nombre des garçons, mais on n'a pas de main pour les enfants. Ouais. voilà, il n'y a pas de main pour les enfants. Il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas de… En tout cas, la maman de cette jeune fille, d'après l'anamnèse, est une mère qui est surprotectrice. D'ailleurs, elle a représenté dans son dessin, elle est énorme, donc elle est envahissante. Effectivement, elle est envahissante. Elle a tué l'autonomie de sa fille. Elle ne laisse pas sa fille faire quoi que ce soit. Elle doit faire à sa place. Pourquoi? Parce qu'elle juge que sa fille, qui a une déficience auditive et visuelle, parce qu'elle a une dégradation de la vue avec le syndrome du Cher, elle constate que sa fille a besoin tout le temps d'aide et qu'elle n'est pas autonome, alors que la fille est une fille brillante et son intellect n'est pas du tout touché, ni ses compétences. C'est vrai qu'elle a cette déficience auditive et syndromique, mais sur le plan mental, la fille est capable de lutter pour apprendre. Et un détail très important, c'est qu'avec l'âge, sa vue baissait beaucoup. Et à l'école, ils essayaient de lui donner vous savez, les papiers un peu avec l'écriture un peu plus grande et tout, ou bien une loupe. Elle elle refusait ceci et elle a travaillé beaucoup sur elle-même, cette accommodation extraordinaire pour pouvoir suivre dans les livres et les fiches qu'on lui donnait sans agrandir l'écriture. Elle refusait. Donc, maintenant, la jeune fille, elle a 22 ans. Elle a toujours pu maintenir le niveau de vue auquel elle est arrivée, très très faible. Elle est gênée, bien sûr, quand il y a le soleil, la forte lumière, etc. Elle s'accommode, elle se met dans les endroits qui ne la gênent pas. Elle continue à faire ses efforts pour lutter. Elle a présenté son brevet, elle a présenté son baccalauréat. Et elle a pu remporter tout ça, hein. Donc là, elle a envie d'aller travailler un peu dans le contexte de la pâtisserie parce qu'elle fait de très très bonnes choses. Et là, elle s'investit un peu à ce niveau-là. Elle a essayé de sortir un peu de l'envoûtement de sa mère. Et donc, ce qu'elle a essayé de nous montrer dans le TSEA, elle avait un coefficient de socialisation très élevé et maximal en inhibition. Ça nous a permis de bien comprendre sa situation et de saisir ses émotions pour lui donner un accompagnement adéquat. Donc, le TSEA nous permet de comprendre le non-dit. Il nous permet de trouver des situations, des stratégies d'adaptation aux différentes situations qui peuvent exister chez les personnes déficientes auditives pour un meilleur accompagnement. Alors, j'ai voulu partager un peu ça avec vous pour vous dire que c'est un test qu'on peut corréler avec d'autres tests
projectif, affectif, et ça peut renforcer un peu notre hypothèse de départ. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du TSEA. Moi, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs formations en France dans des établissements qui s'occupent de personnes sourdes pour préparer, bien sûr, l'équipe, parce qu'on peut l'utiliser en tant que psychologue, en tant qu'orthophoniste aussi, à ce test-là. Et c'est un indicateur des émotions et du vécu de la personne. Donc, ce qui n'est pas dit, effectivement. Alors, je Voilà. l'avais fait commander dans mon ancien établissement, mais on n'avait pas encore eu l'occasion de s'en servir. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu l'expérimenter. Alors, donc vous connaissez le TAT et le CAT. Je suppose que vous les avez déjà exploités. Vous avez eu Oui. l'occasion de faire un comparatif entre les deux, de voir s'il y avait vraiment une incidence au niveau des jeunes sourds? En fait, moi, je fais passer le TAT aussi avec le TSEA, toujours. Je le fais passer, on a une très, très forte corrélation, et ça nous montre quand on est dans l'inhibition en TSEA et dans l'essai au TAT. Donc on est vraiment dans l'évitement, on est dans l'inhibition, on est dans la dépression, on est dans les procédés en C, dans le TAT. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est quand on a ça ici et ça là, donc ça fait une forte corrélation. Et le CAT également, parce que c'est les mêmes procédés avec les plus jeunes. Moi, j'utilise le CAT pour les moins de 8 ans et le TAT à partir de 8 ans déjà, 8-9 ans, donc jusqu'à l'âge adulte. Voilà. Mais je peux aussi vous envoyer une référence aussi, un article qui a été écrit qui montre un peu la corrélation entre le TSEA, l'image du corps et le dessin. En même temps, quand on fait passer un peu tout ça, ce que ça peut donner. C'est un article qui est édité dans Pratique psychologique sur le TSEA. Donc, Oui, ouais, ça m'intéresserait effectivement. Mylène, on pourrait le mettre sur la plateforme si vous voulez bien. oui, pourquoi pas. Ça serait partagé. Enfin, si vous Très voulez. bien, je peux envoyer le lien, bien sûr. En tous les cas, Voilà. merci beaucoup, c'était fort intéressant. Ben, j'espère. En tout cas, c'est dans le cadre de la formation que je donne aussi à la FISAF. Donc maintenant qu'on fait ça aussi en virtuel. Donc j'ai eu l'occasion de la donner déjà cette année avec des participantes qui travaillent dans le domaine de la surdité. Et donc on a eu des échanges et ces personnes dans des établissements aussi, il y a quelqu'un qui avait déjà le test, d'autres qui ont demandé à avoir le test, justement parce que ils ont découvert tout au long de la formation qu'ils pouvaient aider beaucoup à mettre des stratégies d'action dans la prise en charge des personnes sourdes en institution ou ailleurs. Très bien. Oui, puis c'est également un support qui est assez intéressant pour des enfants qui ont une maîtrise du langage qui n'est pas forcément complète. Sachant que justement, l'expression des émotions, c'est quand même un point assez compliqué dans l'accompagnement des enfants sourds. Donc là, c'est très pratique d'avoir un support, ouais. Au-delà de l'aspect d'évaluation que ça peut être, je pense qu'on peut également s'en servir aussi pour faire élaborer l'enfant. Oui, tout à fait. En fait, aussi comme je disais au départ, on a fait aussi passer à des enfants tout venant dans tous les contextes, ceux qui ont des difficultés d'expression, ceux qui ont des retards de langage, ceux qui sont dans la timidité et dans le retrait un peu et qui n'osent pas, donc ils sont dans des problématiques psychologiques bien particulières. Là, vraiment, c'est quelque chose qui leur permet de dire ce qu'ils ont envie de dire sans que ce ne soit indicatif que c'est eux directement.
Donc, ils mettent dans la bouche d'un personnage quelque chose qu'ils ont envie d'exprimer. Donc, c'est ça ce qui est intéressant dans les projectifs. Bien, Viviane, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, Johanna. Non, non, je vous remercie pour votre intervention qui a été très intéressante. Merci, Merci j'espère. beaucoup. Merci bien.